Donc oui, bonjour à ceux que j'ai pas encore rencontrés. Alors plus technique la première partie, pas forcément, mais la partie de Mélanie, oui, il sera plus technique. Donc on va vous parler certification pour le machine learning encore une fois. Donc un deux voies. Oui, donc on a essayé de lister les collaborateurs parce que c'est ce qu'on va vous présenter, c'est les résultats de nombreuses collaborations. J'espère qu'on n'a oublié personne, et notamment 10 missions certif. Alors, certification, je voudrais remettre le cadre certification parce qu'on entend le mot plusieurs fois. Donc moi, certification, c'est vraiment la partie réglementaire. Je vais parler, moi je pense à certification aéronautique ou certification au sens vraiment réglementaire. Donc la certification en aéronautique, c'est nécessaire pour permettre aux avions de voler parce que sans un certificat donné par les autorités de certification, un avion ne peut pas voler. Et comment obtenir ce certificat? Eh ben, il faut apporter une argumentation et un ensemble de documentation, là vous voyez, grande documentation, pour convaincre les autorités que le système, donc le système c'est l'avion, ses sous-systèmes, ses fonctions, ça comprend la maintenance, les équipes qui vont opérer, etc. Toutes les documentations, enfin bref, l'ensemble de ce qui va permettre à l'avion de voler est conforme aux textes réglementaires. Alors les textes réglementaires, il y en a un certain nombre, et la manière d'apporter cette argumentation et d'apporter de la confidence et de faire des activités de vérification et validation passe par l'utilisation des moyens de conformité et en particulier l'utilisation de standards connus et reconnus. Donc si on pense à un système basé ML, il y a un certain nombre de standards applicables dans l'aéronautique que je vous ai mis ici. Il en manque, mais en tout cas, ceux-là, c'est définitivement ceux qu'il faudra prendre en compte. Il y a l'ARP 4754 qui est vraiment la partie système. Si vous faites du logiciel, vous avez la DO 178. Si vous faites du matériel, FPGA, COTS ou autre, vous avez la DO 254. Et il y a un draft qui est en cours d'écriture par l'EuroCAE SAE qui s'appelle WG 114. Et donc, il faudra apporter un ensemble de documentation pour montrer que vous avez respecté les objectifs, réaliser les activités de ces différents standards. Alors, quand je parle de niveau système, c'est pas l'algorithme ML tout seul, en fait. C'est l'algorithme ML ou un ensemble d'algorithmes mis dans un système. Alors, je vous ai mis un exemple. Vous devez tous connaître à Toulouse Atoll, qui était un projet mené par Airbus pour automatic take-off and landing. Et l'idée, c'était de tester de l'atterrissage et du décollage et des phases de taxi avec des systèmes vision, donc avec des caméras. Donc il y avait un système de perception intégré qui envoyait après des informations qui étaient fusionnées au contrôleur. Et par exemple, c'est ce système-là qu'on doit certifier en fait. Donc ça va intégrer beaucoup de choses. Ça va intégrer la caméra, un certain nombre de capteurs et toute l'architecture ici que je vous ai pas dessinée, mais elle va être complexe. Il va y avoir de la redondance, il va y avoir plein de choses. Et parmi les objectifs, je vous en ai mis un, par exemple, de safety, qui serait dans ce système de perception, je dois être capable de détecter la piste basée vision. Je veux que cette fonction de détection, surtout pendant l'atterrissage, si elle me donne une position en pensant que la confiance est forte, où on dit que cette valeur est sûre alors que ça ne l'est pas, c'est catastrophique. Parce que je vais atterrir au mauvais endroit, je vais cracher l'avion. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je vais faire une petite présentation très rapide du WG pour que vous voyez à quoi ça ressemble, encore un peu haut niveau. Et après, Mélanie parlera d'utilisation de vérification formelle. Donc on a un ensemble d'exigences, on a le modèle qui a été appris, on se place après le design. On va appliquer un ensemble de techniques formelles et on veut regarder si les exigences sont respectées ou non. Si vous êtes intéressé par la certification aéronautique, je vous ai listé ici l'ensemble des documentations actuelles disponibles. Chaque année, ça change. Donc sur le site de l'EASA, en open source, vous pouvez trouver les roadmaps et puis le premier guide pour le Level 1. Donc Level 1, c'est aide aux pilotes.
Sur notre partie working group, il y a eu le statement of concern, donc qui montrait les problèmes, qui a été publié, et il y a le draft, le standard qui est en cours d'écriture. Donc là, il faut être membre Recae pour y avoir accès ou payer. Et puis dans Anity Deal Mission Certif, il y a eu l'écriture du white paper dont on a parlé régulièrement dans Anity. Je vous ai remis une slide du white paper. On montrait que la partie certification hors WG était insuffisante pour certifier des systèmes ML. Et il y avait un ensemble de propriétés high-level property là, qui ont été perdues par le changement de PowerPoint, mais de nombreuses propriétés intéressantes. Alors pour en revenir au WG 114, voilà, c'est pour vous donner l'idée générale. Donc je vous ai dit, il y a plusieurs standards déjà applicables et qui existent, notamment l'ARP qui est niveau système et les DO qui sont niveau logiciel et hardware. Vraiment très très haut niveau pour que vous compreniez un peu l'idée du fonctionnement. On va définir les exigences du système. Donc mon système, c'était celui de perception tout à l'heure. Je vais définir son architecture. Je vais utiliser des réseaux de neurones, je vais essayer de la visual odométrie. Hier, Jayon parlait en fait, je vais pas faire un seul ML, mais je vais faire une succession d'ML avec au milieu du traitement, du post-traitement et plein d'autres choses. Donc, je vais définir mon architecture, donc fonctionnelle et après plus physique avec ce qu'on appelle des items. Une fois que j'ai validé d'un point de vue safety et autres que cette architecture est correcte, je vais partir dans la partie développement. Donc, si je fais du logiciel, je vais aller vers la DO 178 et du hardware, la 254. Je vais spécifier formellement mes items, faire les exigences, mener toute ma phase de développement, vérification. Tout est bien fait. Je reviens dans l'ARP, j'intègre, je vérifie le système. Voilà, très grossièrement. Si maintenant on imagine machine learning, eh ben ça suffit pas parce que, bon, on vous l'a dit depuis plusieurs fois que on change de paradigme, on n'est plus dans de la spécification formelle, on est dans de la gestion de données, on est dans un autre monde. Donc maintenant, il y a ce draft qui va s'interfacer entre les deux. Et une fois que vous êtes au niveau de vos items, requirements et puis du système, eh ben, il va falloir passer par ce nouveau standard, définir le domaine d'opération, s'intéresser au data management, au design du modèle, jusqu'à l'allocation au niveau item et repartir dans les DO classiques. Donc, il faudrait lire le document parce que ça couvre tout, hein. Et puis la partie ODD, le data management, le design, la vérif, la validation. Je vous ai mis 2 objectifs aujourd'hui. Hier, je vous en avais mis d'autres. En voilà un. Bon, je suis remontée au niveau design justement pour introduire la partie vérification. Donc, la partie ML constituante, alors c'est un terme un peu de chez nous, mais enfin bref, imaginez que c'est le modèle ou plusieurs modèles, les pré-post, éventuellement du runtime monitoring autour et peut-être d'autres éléments. Donc cet ensemble doit être conforme à ces exigences. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une liste non exhaustive mais des idées, donc je vous en ai mis 2. Le problème de robustness, donc la vérification de la robustness. Pas forcément ici ce qu'on appelle robustness en machine learning, c'est que le modèle doit continuer à opérer, alors tout constituant, hein, malgré des données anormales ou des conditions anormales. La stabilité, c'est que des perturbations ne vont pas changer le comportement attendu. Donc ici, on appelle ça plutôt robustness. Donc vous avez vu déjà, niveau terminologie, il y a une interversion de mots. Donc il va falloir faire très attention. On l'a dit, mais dans l'assertif avant le machine learning, ça voulait dire ça. Donc on est resté sur nos termes. Deuxième objectif, je vous l'ai montré hier pendant le panel. Je veux une description formelle. Donc voilà, je ne vais pas plus loin. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir. Et maintenant, on va passer vérification. Merci. C'est bon, vous m'entendez? Super, merci Nicolas. Je me présente brièvement. Je m'appelle Mélanie Ducoff. Je suis détachée Airbus dans la chaire de Claire Pagetti. Et aujourd'hui, on collabore pas mal sur les méthodes de vérification dédiées à l'IA, surtout au réseau de neurones. Donc je vais commencer par démystifier ce terme de méthode formelle qui vient beaucoup du génie logiciel et comment on l'applique à l'IA. Donc, c'est un petit peu une redite du speech de Victor de ce matin, mais bon, ça fait pas de mal de reprendre les bases. Donc, si on a un réseau de neurones classique, là, avec une tâche de classification vraiment simplifiée à l'extrême, d'un côté des étoiles, d'un côté des éclairs, notre réseau de neurones va prédire qu'on a un éclair si la fonction est négative, une étoile si la sortie est positive. Et donc, une des propriétés qui est largement abordée aujourd'hui pour la vérification, c'est la propriété de robustesse locale.
Donc on s'attend à ce que autour d'un éclair, mon réseau de neurones, il y ait une certaine stabilité dans la prédiction et que donc autour, le réseau de neurones continue à prédire qu'il s'agit d'un éclair. Donc finalement, aujourd'hui, ce qui est largement adopté par la communauté machine learning, c'est une forme de test où en fait, on va chercher à générer des contre-exemples pour voir s'ils existent. Donc ça, c'est le terme exemple adversaire. Je pense que c'est quelque chose qui est largement connu ici. Mais finalement, cette forme de test, elle va nous montrer l'exemple des contre-exemples, mais elle va pas être capable de générer tous les contre-exemples possibles. Donc en aucun cas, c'est une démonstration et une affirmation du fait qu'il n'y a pas d'exemple adversaire. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se tourne vers des méthodes formelles. Donc finalement, en fait, c'est juste des démonstrations. Et mathématiquement, ça revient juste à un problème d'optimisation classique. Donc finalement, ce qu'on voudrait montrer, c'est que dans le petit rectangle bleu, la sortie de ma fonction est toujours négative. Donc en fait, on cherche juste à calculer le maximum local d'une fonction. On devine bien sûr que ce maximum, il n'est pas si simple à calculer. Et donc on a deux pans en fait dans les méthodes de vérification. On a les méthodes qui sont complètes, où en fait on va chercher à calculer exactement ce maximum. Et pour ça, en fait, on va s'aider de la connaissance du réseau de neurones. On connaît son architecture, on connaît ses points. Donc ça, c'est des méthodes qui finalement, c'est oui ou non. Elles sont plutôt idéales sur le papier, mais en fait, on se doute qu'elles vont pas passer à l'échelle. Donc on va pouvoir les utiliser pour des petits réseaux de neurones. Et bien sûr, pour pouvoir passer sur des plus gros use cases, computer vision, voire NLP, pourquoi pas dans le futur, bah là, on va se tourner vers des méthodes qu'on dit incomplètes, où l'idée, bon, sans rien du chapeau, l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, je vais surapproximer localement ma fonction, mon réseau de neurones, par une fonction qui a des meilleures propriétés pour l'optimisation. Disons par exemple une fonction concave dans ce cas-là. Et si le maximum de cette fonction, il est négatif, alors ça implique que mon réseau, il est robuste. Par contre, du coup, c'est des fonctions qui se résument à oui ou peut-être. Aujourd'hui, je vais vous montrer plus particulièrement l'application de ces méthodes de vérification sur un use case industriel et comment on pourrait les utiliser à l'avenir pour répondre en partie aux objectifs de certification, en espérant le bien employer. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à un cas qui plutôt simple par rapport au réseau qu'on a pu voir hier, qui est l'estimation de distance de freinage. Donc aujourd'hui, les instances aéronautiques, elles savent que la phase d'atterrissage, c'est une phase critique, et on voudrait avoir un système à bord qui préviendrait le pilote en cas en fait de sortie de piste. Donc ce système aurait été très pratique, par exemple le mois dernier à l'aéroport de Montpellier, où on a un Boeing qui a fait une sortie de piste. Donc c'est parfait pour mon talk. Et finalement, en fait, ce modèle-là, il est dérivé de la physique. Donc on a des modèles de simulation numérique qui répondent plutôt bien à la question, mais qu'on peut pas embarquer pour des questions de temps de réponse de calcul ou pour des questions en fait de taille. Et donc il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'on pourrait pas utiliser un modèle surrogate, donc une approximation de la physique, à l'aide par exemple d'un réseau de neurones. Et donc finalement, une des premières questions qu'on s'est posées dans le cadre du détachement d'île, c'était de se dire, c'est quoi l'impact d'utiliser un réseau de neurones en termes de safety pour approximer cette fonction. Donc une des premières propriétés liées à la safety, elle est finalement assez logique, elle avait été poussée par Giant à l'époque, c'est de se dire qu'on ne veut pas que le réseau de neurones nous crée en fait un overrun quand le modèle de simulation nous dit qu'il n'y a pas assez de place pour atterrir. Donc en fait, le cas critique, il est vraiment ici, quand on a un désaccord entre le réseau de neurones et le modèle de simulation. Quand les deux sont d'accord, tout est parfait. À l'inverse, on aurait aussi le cas opposé, où le réseau de neurones, il serait très précautionneux, il nous dirait n'atterris jamais. C'est des cas sur lesquels on ne veut pas atterrir, mais qui sont moins critiques. Donc on se rend compte déjà que c'est pas les propriétés de robustesse habituelles qu'on voit dans les benchmarks académiques. Donc c'est légèrement différent, c'est souvent le cas quand même en industrie. Donc finalement, là, la propriété, ce qui est compliqué, c'est qu'elle applique le réseau de neurones, mais elle applique aussi le modèle de simulation numérique. Parce qu'en fait, on veut prouver que le réseau de neurones surestime toujours le modèle de simulation. Bien sûr, on ne dispose pas du modèle de simulation, donc ça a été une première complexité. Et là, il y a un peu deux écoles qui s'offrent à nous. Une première qui vient plus du domaine métier, où on va faire une approximation du modèle numérique à l'aide d'une table, dont la granularité en fait serait faite en accord avec les autorités de certification et les ingénieurs métiers qui maîtrisent ce domaine. Une autre solution, elle avait été poussée par François Malgouir dans le cadre du projet DIEL. Oui, il hausse les sourcils, mais c'est le cas, où en fait, ce modèle-là, typiquement, en fait, on peut s'attendre à ce que, par exemple, si la vitesse de votre avion augmente, la distance de freinage devra augmenter. Et donc, on a une certaine monotonie de ce modèle qui peut nous permettre potentiellement de faire une surapproximation. On verra ça dans quelques slides après.
Donc juste une illustration basique des types de réseaux de neurones qu'on considère aujourd'hui. On se rend bien compte que c'est pas un vide, c'est pas un transformer. On est sur des plus petits réseaux de neurones avec une dizaine d'entrées, mêlant du continu et du catégorique. Et souvent, ce qui est poussé dans les domaines métiers, c'est pas forcément des fonctions relues, c'est des fonctions S-shaped, sigmoïdes, soft-sign, tangentes, et qui sont pas forcément adaptées aux méthodes complètes. Certaines méthodes complètes les challenge, mais pas forcément les solvers les plus aboutis en termes d'utilisation. Donc ça, c'est vrai que c'est une complexité supplémentaire. Dans le cadre du projet DEAL, Airbus avait mis un dataset utilisable où en fait on avait échantillonné selon le modèle numérique pour pouvoir entraîner des réseaux de neurones. Donc une des premières façons de prouver cette surestimation, elle avait été proposée en collaboration avec Adrien Gaufriot et François Malguir, c'était de prendre l'hypothèse que le modèle de référence était monotone. Donc ce faisant, en fait, on pouvait faire une grille et on pouvait construire cette fonction en fait constante par morceau qu'on appelle en fait des points majorants. Et l'idée, c'était de se dire, cette fonction escalier, générée en plus grande dimension que 1D, mais c'est plus simple à illustrer, on sait forcément par l'hypothèse de monotonie que ma fonction de référence sera toujours en dessous. Donc maintenant, si je construis un réseau de neurones qui, à l'époque, devait forcément être monotone lui aussi, sur ce dataset-là, donc les croix grises, forcément, en fait, par construction, je pouvais prouver que mon réseau de neurones surestimait ma fonction d'apprentissage. Donc ça, c'était une des premières étapes vers la vérification formelle. Le seul point limitant, en fait, c'est que la contrainte de monotonie, elle impactait beaucoup les performances. Et on peut se rendre compte, en fait, juste là, en termes de RMSE, c'est que le dernier, c'est le modèle entraîné avec la contrainte de monotonie, et on était bien plus mauvais qu'un modèle entraîné sur ce dataset de points majorants, mais sur lequel on ne pouvait pas prouver la surestimation. Donc finalement, on s'est tourné vers des méthodes dites incomplètes pour essayer de se dire est-ce qu'on ne peut pas s'abstraire de cette contrainte de monotonie sur le réseau de neurones. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut. Donc l'idée, en fait, c'est toujours, on va avoir une partition avec une approximation du modèle et on va pouvoir utiliser les méthodes incomplètes pour borner le réseau de neurones. Donc ici, on utilise les méthodes les plus simples du monde, ce sont des fonctions affines. Désolée, j'ai bugué. Donc ce sont des fonctions affines et l'idée, en fait, c'est que mon réseau de neurones, je sais que par exemple dans cet intervalle, il va toujours être au-dessus de le segment vert et potentiellement, si ce segment vert il est au-dessus de mon approximation, je peux garantir en fait que le réseau de neurones va surapproximer. On avait poussé ça dans le cadre d'un stage Airbus l'année dernière et on avait un petit peu poussé plus loin en se disant que dans le cas où la méthode incomplète elle était trop loose, donc on avait ce cas ici où en fait la sous-approximation n'était pas assez efficace, on a juste poussé un petit peu plus loin avec un partitionnement de l'espace. Donc, appliqué à un prototype interne, on a pu montrer qu'un réseau de neurones, en fait, ou sur l'ensemble de tests, on avait l'air de penser qu'il y avait bien une surestimation, on a pu prouver avec ces méthodes incomplètes que, en effet, sur tout le domaine, c'était toujours le cas. L'avantage aussi, c'est que finalement, on se rend compte là que l'erreur, elle est plutôt haute, donc le modèle est plutôt conservatif. Donc, grâce à cette preuve, on peut potentiellement améliorer les performances du modèle tout en restant safe. Donc ça, ces résultats-là, ils avaient été utilisés avec, je suis pas rentrée dans les détails des méthodes formelles parce que l'important, en fait, c'est juste de savoir qu'elles ont des garanties et pas forcément de connaître les mathématiques. Et donc, on a poussé une librairie open source qui s'appelle Decommon, où l'idée, c'est d'avoir une librairie haut niveau où juste vous rentrez votre propriété, vous rentrez votre réseau de neurones et on est capable de sortir ce genre de preuves. Hop. Alors, je ne vais pas avoir le temps d'aller sur d'autres propriétés, je vais juste l'expliquer brièvement. Ici, on s'est abstrait de la contrainte de monotonie, mais parfois, elle peut être importante quand même pour la safety, notamment pour se dire que dans le cas où j'aurai des informations sur l'état de ma piste en entraînement réseau de neurones ou l'état de mes freins, en fait, j'attends que mon réseau de neurones ait une certaine consistance physique. Donc, dans le cas où, par exemple, j'ai une panne sur mes freins ou que l'état de ma piste est dégradé, on s'attend à ce que, naturellement, la prédiction de la distance de freinage augmente. Et donc ça, en fait, on a réussi à le prouver avec des solvers exacts
C'est des travaux qui ont été poussés par Guillaume Vidot, qui est en thèse CIFRE, Airbus et IRIT, et qui ont été présentés à la conférence FMIX le mois dernier. Hop. Donc, je ne vais pas forcément aller trop dans les détails là-dessus, mais on peut en parler aux questions. Donc, ces résultats-là, ils sont très prometteurs. On a réussi à montrer que voilà, sur des petits use cases, surtout de surrogate, on va être capable de prouver des choses liées à la safety, qui va être vraiment utile pour la certification, et avec des méthodes complètes et avec des méthodes incomplètes. Par contre, voilà, on n'en est pas encore au stade de l'industrialisation pour plusieurs points. La première, c'est qu'en fait, les solvers qu'on utilise, c'est des solvers qui sont académiques, où il y a un énorme effort de la communauté pour avoir des choses qui marchent, qui sont accessibles aux utilisateurs, mais en aucun cas, c'est des solvers qui sont prouvés. Et la semaine encore dernière, avec Claire, on a trouvé des contradictions de deux solvers exacts sur une propriété, l'un qui dit oui, l'un qui dit non. C'est un petit peu problématique aujourd'hui pour un use case industriel. On a d'autres problèmes sur le fait qu'on ne comprend pas encore exactement l'impact des méthodes d'apprentissage sur le temps de vérification. Donc là, par exemple, de manière très schématique, je ne vais pas forcément rentrer dans toutes les slides, mais avec Claire, on s'intéresse à avoir une preuve complète de l'ACAS, où on a à peu près 300 000 propriétés. On est juste en 3D, donc c'est très petit. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ces trois réseaux-là, sans rentrer dans les détails, le premier a été entraîné comme une tâche de régression, le deuxième comme une tâche de classification, et le troisième, il a été entraîné avec des exemples adversaires, donc pour robustifier. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que déjà, selon la loss qu'on utilise, les temps de vérification, c'est pas du tout les mêmes. Je rappelle qu'on est en 3D, donc à un moment donné, 198 heures, c'est assez long. Mais ce qu'on peut aussi se rendre compte, et là qu'on comprend pas encore forcément trop, c'est quand on entraîne avec des exemples adversaires, au final, c'est vrai que notre modèle, il est plus robuste, on arrive à le montrer, mais par contre, les méthodes incomplètes, ils sont beaucoup plus rapides que les méthodes exactes, les méthodes complètes. Finalement, on se rend compte que ces méthodes incomplètes, elles sont pas forcément efficaces sur des entraînements plus robustes. Donc aujourd'hui, on doit se poser la question sur quels entraînements on doit pousser envers nos industriels, quelles méthodes on va pousser en étant sûr que les certificats sont garantis. Je pense que ça couvre pas mal de choses. Une dernière petite dédicace peut-être grâce à DILLIP. Aujourd'hui, on essaie de s'intéresser à si on rajoute des réseaux DILLIP dans les modèles surrogate, on va pouvoir en utiliser des certificats et potentiellement, ils pourraient vraiment accélérer ces temps de vérification. Claire, je te laisse. Je t'avais gardé le slide de pub quand même. Ouais, on va faire de la pub. Avec DIL Mission Certif, on va ouvrir un dataset d'images synthétiques depuis Google Earth Studio pour la fameuse détection de pistes. Donc, s'il y a des gens intéressés, qui viennent vers nous et on vous expliquera ce qu'on a fait. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Le PIM, tu peux l'écrire comme un MILP aussi, c'est ça? Oui. Quand tu utilises des fonctions linéaires par morceau, en fait, la formulation MILP, de manière générale, c'est des problèmes... Enfin, je suis beaucoup moins doué en maths que toi, donc excuse-moi pour les approximations, mais voilà, tu peux exprimer ton problème comme un problème de linéaire avec des variables qui sont flottantes et entières. Et en fait, une des formalisations du relu dans ce cas-là, c'est la formalisation big M. Donc en fait, si sur l'entrée de ton relu, tu as un intervalle, une borne inf, borne sup, en fait, tu peux utiliser juste cette représentation-là pour encoder le relu. Aujourd'hui, donc tu peux utiliser vraiment un solver de base type Gurobi pour représenter ton réseau de neurones et sa propriété. Après, il y a d'autres solvers qui ont été poussés, notamment Venus et MIPVerify, où ils essaient d'optimiser les solvers pour les réseaux de neurones. Ok, merci. Ouais, éteins ça. Merci. Bon, d'autres questions? Ah, c'est chiant. Oui. Bonjour.
Je suis curieux sur votre choix de Omega, l'ensemble de domaines en fait pour faire le test. Par exemple, en vision, ce sont des images. Comment on prend ce genre d'Omega? Et puis, c'est quoi cette fonction monotone en fait? Vous avez parlé, c'est une propriété importante pour la garantie. Est-ce que un réseau neurone que vous avez utilisé, par exemple, c'est monotone ou pas en fait? Alors, il faudra juste répéter la première question parce que je l'ai pas forcément compris, je suis désolée. La deuxième question, en fait, c'est sur la fonction d'estimation de distance de freinage. Naturellement, on sait, voilà, on s'attend à ce qu'il y ait certaines propriétés de monotonie. En entrée, c'est la vitesse, la pente de la piste, donc ce genre de paramètres où finalement, voilà, si la vitesse de l'avion augmente, la physique normalement nous dit que la distance de freinage augmente. Et donc, en fait, on avait utilisé cette hypothèse qui sera pas forcément acceptée par les autorités de certification, mais ça a discuté, pour se dire que, en connaissant ça, et avec le dataset d'échantillons simulés qu'on a de ce modèle de simulation, on va pouvoir construire un modèle surapproximant qui est en fait juste constant par morceau. Et après, ce qu'on s'était dit, en fait, à l'époque, on n'avait pas forcément tout ce qui est le panel de méthodes formelles qu'on a à l'époque, qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, maintenant, si je suppose que mon réseau de neurones, il est aussi monotone, donc je le force. Au final, c'était majoritairement par des poids positifs. Alors, en fait, si j'entraîne en se disant que, voilà, le point le plus, avec la distance de freinage le plus faible dans mon intervalle, je lui associe cette distance-là. En fait, si je force mon réseau de neurones à apprendre sur ce dataset-là, et en plus en étant monotone, je peux garantir que forcément, on sera toujours au-dessus. D'accord. Merci. La première question, c'était sur le choix de domaine de l'entrée. Comment on prend en fait? Alors, le choix de domaine d'entrée, honnêtement, il est toujours en questionnement. Si on veut être parfait mathématiquement sur le use case de distance de freinage, il faudrait pousser en fait les méthodes que nous avait proposées François avec ce dataset de points majorants. Après, aujourd'hui, d'un point de vue industriel, ça pose encore des questions parce que ça veut dire qu'il faut prouver aux autorités de certification qu'effectivement ce modèle il est monotone. Donc c'est possible, mais en fait aujourd'hui on essaie de pousser des choses qui sont le plus généralisables possible. Et donc en fait ce qui est plus encouragé aujourd'hui, et encore ça pose des questions, c'est de se dire voilà, on a un domaine métier, on a des experts, donc en fait on va juste construire une table qui approxime. D'accord. Serge. Donc j'aurais une question, c'est par rapport au je comprends, je pense comprendre votre travail, mais vous appuyez beaucoup sur la capacité des optimiseurs à optimiser proprement, et aussi aux inférences, à faire des inférences sans erreur. Et en fait, à ma connaissance, c'est très compliqué de garantir, même sur ces méthodes très algèbre linéaire, qu'on va pas avoir un conditionnement énorme et qui va faire planter la méthode. Et en termes d'inférence, je sais pas si vous avez, si vous utilisez des résultats de type propagation de round-off au niveau des réseaux pour être sûr qu'effectivement, ce que vous pensez être plus grand que... voilà, ok, bon, vous avez compris ma question. Voilà, bon, ça va être une réponse commune. D'un point de vue vraiment, aujourd'hui, les outils de vérification, en tout cas sur lesquels moi je travaille, déjà ils sont pas suffisants parce que ils travaillent souvent en se reposant sur les librairies de deep learning, TensorFlow, PyTorch, avec les erreurs numériques qu'on connaît et même les explications d'hier où on sait que c'est pas forcément tout à fait les mêmes opérations. Il y a des gens surtout versés plus vérification formelle en génie logiciel, donc des gens de l'équipe ETH, le Srilab, qui ont fourni une méthode de vérification incomplète leur définition sur interprétation abstraite qui s'appelle ERAN, et où là en fait ils prennent en compte les erreurs d'approximation numérique. Donc c'est les seuls qui dans leurs calculs prennent aussi ça en compte. Donc ça répond en partie à votre question. Je pense que Claire elle finira un tout dernier point et après j'arrête. C'est le fait que, de toute façon, aujourd'hui, ces méthodes-là, voilà, elles sont faites à haut niveau. C'est pas le réseau neurone qui va être embarqué au final. On s'attend à ce qu'il soit potentiellement en SCADE ou plus en code C. Et donc, en fait, aujourd'hui, on n'a aucune garantie que la transcription de ces preuves, elles sont suffisantes. Oui, alors en général, c'est ça. L'inférence modèle, il est arrivé d'une certaine manière et après, on va le vérifier par des outils indépendants et qui doivent être qualifiés.
Donc pour l'instant, nous, on fait de la recherche, donc les outils qu'on utilise sont pas qualifiés. Mais si on arrive à montrer qu'une telle approche marche, il faudra qualifier des outils. Et si tu qualifies, tu arriveras à montrer que l'inférence modèle se comporte comme il faut. Si après, tu as fait des traducteurs avec ma sémantique propre de ton inférence modèle vers du code, soit tu as montré que ta générateur de code marche bien, soit tu remontres au niveau du C, du CUDA, de ton langage de programmation. Et après, sur les erreurs d'arrondi, c'est dans ta chair que c'est regarder ces aspects, c'est pas dans la nôtre. Donc on compte sur toi pour les checkers d'erreurs d'arrondi.